Walid Dao, bonjour. Bonjour Selena. Merci de m'accorder cet entretien pour la chaire Complexité et Humanité. L'idée était de savoir un peu plus précisément comment fonctionne, comment aujourd'hui l'IA est au cœur vraiment de tous les discours, on nous annonce de grandes transformations, il y a vraiment beaucoup de communication, beaucoup de hype. Des fois, c'est souvent un peu usant, agaçant, mais l'idée, c'était à travers votre expérience de savoir comment ça fonctionne. Alors, vous dirigez une start-up ici à Ben Guerir qui est affiliée à l'UM6P, Cleverlytics. Et donc, l'idée, c'est de savoir concrètement comment on utilise les outils de l'IA. Euh, voilà, quelle est l'utilité de ces programmes. Donc, mais dans un premier temps, j'aimerais bien que vous évoquiez un peu votre propre parcours, Bien sûr. votre formation, qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans Mm. ce domaine. Merci beaucoup déjà pour l'invitation et l'opportunité de discuter de ces sujets-là. Alors en fait, moi j'ai un parcours d'ingénieur assez classique et j'ai commencé ma carrière en finance de marché en fait à Londres, en Angleterre. À mon époque, donc moi je suis sorti d'école d'ingénieur en 2009. À mon époque, c'était un petit peu les milieux qui étaient à la mode. Et j'ai fait 3 ans de ce qu'on appelait à l'époque trading de produits dérivés. Donc c'est de la finance quantitative. C'était des domaines professionnels où vous utilisez ce qu'on va appeler la modélisation quantitative, les mathématiques appliquées, pour la gestion du risque, on va dire, pour vraiment schématiser, dans les grandes banques d'investissement. Donc j'ai fait ça quelques années, j'ai pas du tout aimé, notamment parce que on va dire, c'était le cadre en lui-même qui me plaisait pas, et puis je pense que je fitais pas vraiment. Et j'ai fait 3 ans, et puis au bout de 3 ans, un de mes meilleurs amis qui est marocain m'a proposé qu'on crée une première start-up au Maroc dans l'éducation. Donc j'ai fait ça entre 2013 et 2018. Donc c'est une start-up qu'on a montée ici, qui accompagnait les élèves de classe préparatoire pour la préparation à l'entrée aux écoles d'ingénieurs, de commerce, que ce soit en France ou au Maroc. C'est comme ça que je suis arrivé au Maroc la première fois, en fait, en 2013. Et puis, en 2018 déjà, et là il y a un lien avec le sujet, en 2018, j'ai beaucoup d'amis de promo ou de camarades qui me disaient, Walid, il y a un truc. C'est de l'école polytechnique Voilà, c'est ça, de l'école polytechnique de Paris, qui me disait, écoute Walid, il y a un truc qui est en train d'arriver là, l'IA, ça devient un peu sérieux, et il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en train de faire des choses dans ce domaine-là, et qui me disaient, mais nous, on t'y verrait bien, parce qu'il y a beaucoup de mathématiques appliquées, et puis il y a vraiment l'idée de comment appliquer ces nouvelles technos à des vraies problématiques des entreprises. Et donc en 2018, je cède les parts que j'avais dans cette première startup, et puis je rencontre un peu les gens de l'OCP par hasard, et l'OCP, c'est quand même c'est la plus grosse boîte du Maroc, et elle est conseillée en général par les plus grands cabinets de conseil en stratégie qu'on peut trouver dans le monde, anglo-saxon ou francophone. Et donc le narratif qui était proposé à OCP, c'était de dire, voilà, vous êtes un grand groupe minier et chimique, traditionnel, qui est un peu ancien quand même, mais qui doit opérer ce qu'on appelle sa transformation digitale. Donc notamment au niveau de ses opérations minières, ses opérations chimiques, vous devriez mettre des capteurs tout au long de vos procédés et collecter beaucoup de data, l'organiser et avoir des équipes de data scientists qui vont optimiser tous les procédés tout au long de la chaîne de valeur, aussi optimiser votre logistique, votre supply chain. Et donc ça, c'était un discours qui était porté au niveau du top management. Et donc moi, j'ai rejoint l'OCP à ce moment-là en tant que data scientist, en fait, donc en tant que personne un peu senior qui allait encadrer des data scientists, donc qui sont des ingénieurs dont le rôle est d'exploiter tout ce gisement de données qui a été collecté via toutes ces initiatives. Donc pour faire un parcours rapidement, donc ingénieur toujours autour de tout ce qui est l'utilisation des mathématiques pour de la résolution de problématiques concrètes. D'abord en finance, après j'ai eu une première expérience entrepreneuriale que j'ai adorée. Et donc j'ai rejoint le groupe OCP avec en tête l'idée de me dire j'aimerais bien refaire une aventure entrepreneuriale autour de ce sujet-là, mais c'était un peu flou. Et puis quand j'ai rejoint le groupe d'abord en interne à piloter des projets et que j'ai découvert en fait tout l'écosystème de l'OCP, que ce soit l'OCP, l'UM6P, et qu'en fait c'était un groupe qui vraiment valorisait les parcours entrepreneuriaux. Et l'idée c'était de dire nous on est un grand groupe et on a besoin d'innover, on a besoin déjà d'innover en interne, mais aussi de monter des nouvelles activités. Et donc on aimerait dans l'université encourager les chercheurs à créer des startups qui ont de la propriété intellectuelle, encourager des initiatives qui permettent au groupe de se développer. Et donc quand j'ai vu toute l'énergie qu'il y avait, j'ai adoré, donc j'y suis resté. Donc je suis resté quelques années à OCP. Puis j'ai rejoint après l'UM6P
d'abord pour diriger le département de Computer Science, enfin la School of Computer Science, qui est un des départements de l'UM6P en 2022. Et de là, on a créé un spin-off. Et donc, l'envie que j'avais, c'était de monter donc un spin-off. Techniquement, c'est une filiale de UM6P Venture, donc de l'université, pour accompagner les entreprises, dans un premier temps le groupe OCP, de continuer à l'accompagner, et aussi d'accompagner les autres corporates marocains sur ces sujets-là, qui sont aider les corporates à utiliser ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle ou le machine learning, ou moi j'aime appeler ça l'advanced analytics, c'est l'analytique avancée, pour optimiser les procédés et voilà, optimiser entre guillemets le business de ces. Alors moi, j'aime Voilà, je bien. suis désolé, Non, non, c'est c'est très bien. un peu long. J'aime bien cette notion d'analytique avancée. Alors, vous avez évoqué l'OCP ou l'UM6P. Alors, pour ceux qui sont pas très familiers, il faut comprendre que l'OCP, c'est l'Office chérifien des phosphates, c'est un très grand groupe au Maroc, et que l'université Mohamed VI Polytechnique est une émanation de ce C'est ça. groupe. C'est-à-dire qu'en fait, historiquement, l'UM6P son rôle, c'est de porter la R&D du groupe. Donc, c'est à la fois une université Recherche et développement. Exactement, la recherche et développement. Donc, c'est à la fois une université au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants avec des chercheurs, mais qu'il y a de nombreux laboratoires de recherche. Et une des vocations de ces laboratoires, c'est pas l'unique vocation, mais une des vocations, c'est d'accompagner le groupe dans sa recherche et son développement. Et donc, le groupe OCP a beaucoup de problématiques qu'on peut dire, qu'on peut considérer scientifiques. Donc, que ce soit autour de la géologie, autour de la chimie, autour des matériaux. Donc, c'est vraiment un environnement très riche. Et l'idée, c'était de faire d'une pierre deux coups, à la fois une université aux standards internationaux au Maroc, qui puisse attirer les meilleurs profils et les meilleurs bacheliers, mais aussi portée par des chercheurs qui puissent résoudre les problématiques du groupe. Et l'idée, c'est que de cette université sortent potentiellement des startups très innovantes et de construire une espèce d'économie de la connaissance, ce qui est un peu une première au Maghreb et dans notre région, quoi. Alors, c'est vrai que une université qui est adossée à un grand groupe industriel, ça a un très grand un ADN, si on peut dire, très d'ingénierie, très orienté vers la science et technologie. Mais bon, l'université aussi se diversifie. Bon, disons, l'éducation, les différentes branches scientifiques, l'ouverture aux sciences humanité, il y a plusieurs pôles, Absolument. etc. Ouais, ouais. Mais l'idée, c'est que cette diversité, je pense que la vision, elle est assumée comme ça. Ils se rêvent ou se projettent comme une sorte de MIT. Absolument, c'est ça exactement, c'est de dire, absolument, c'est en tout cas, c'est aussi le discours qui, moi, m'a séduit, parce que c'est très ambitieux, et c'est même très audacieux d'une certaine manière. Et donc, alors on sait très bien que ça va être compliqué, que ça va être long, et j'avais envie de participer, on va dire, à cet effort-là, parce que, voilà, un des challenges quand on dit le MIT, qu'est-ce qui caractérise le MIT? Au-delà déjà d'être une institution qui arrive à attirer les meilleurs étudiants, ça franchement l'UM6P le fait presque déjà, donc c'est devenu une des meilleures universités du Maroc. Après, c'est aussi d'avoir des chercheurs qui publient dans des journaux Q1 ou dans des journaux de qualité. Alors, l'UM6P, on n'est pas encore au niveau du MIT, mais en tout cas, il y a un gros effort qui est fait. Et il y a clairement, dans les derniers classements, l'UM6P commence à apparaître. Donc, il y a cette stratégie de recherche qui commence à porter ses fruits. Et puis, ce qu'on appelle le MIT de l'Afrique, c'est aussi un écosystème dont sortent des startups et des entreprises qui font du transfert de technologie. Donc l'idée, ce serait de dire, voilà, il y a des chercheurs qui trouvent des nouveaux trucs, et on arrive à en trouver des applications industrielles, et on arrive à faire des rentrées d'argent pour l'université, et à créer un cercle vertueux où tout d'un coup, c'est la recherche qui finance l'université indirectement, par les brevets, par les levées de fonds successives des startups voilà, qui arrivent à créer de la valeur grâce à toute cette recherche. C'est ce modèle-là qui est très compliqué, et même en France, finalement, les écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses ont aussi encore du mal à faire ça, hein. Mais donc c'est pour ça que c'est d'autant plus ambitieux et que je trouvais ça marrant. Alors, voilà, on voit que l'université, c'est une sorte d'investissement sur l'intelligence, sur le développement de la formation de nouvelles élites, sur la connaissance, voilà, comme transformation, comme développement humain, comme progrès social, etc. Donc, du coup, l'usage ou mobiliser des ressources pour développer des initiatives, des entreprises qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Donc, comment c'est une étape encore plus précise, plus précise. Comment disons
comment présenter disons l'approche IA et en quoi, disons, c'est pertinent. C'est une question un peu générale, mais c'est pertinent pour des processus industriels. En quoi C'est ça, ouais. cette IA va faire des différences qui font la différence. Inch'Allah. Mais c'est en fait, déjà, il y a un peu un malentendu sur ce qu'on va appeler l'IA. En gros, ce que moi j'appelle IA, ou en tout cas ce que je pratique au quotidien, c'est pas nécessairement les applications de ChatGPT. Donc en fait, comme ChatGPT est arrivé assez récemment, aujourd'hui, quand vous parlez d'IA, les gens pensent à un chatbot finalement, donc à une intelligence qui arrive à écrire des choses qui sont logiques, qui arrive à répondre à tout un tas de questions. Et il y a une dimension anthropomorphique, c'est-à-dire que quand on lit les réponses que ChatGPT nous donne, on a l'impression que derrière, il y a une intelligence quasi supra-humaine qui arrive à répondre à toutes les questions. Du coup, ça a l'air d'être cohérent avec la notion d'intelligence artificielle telle qu'on se la représente. Donc moi, c'est pas du tout ce que je fais. En fait, il faut revenir à ce qu'il y a derrière ChatGPT. C'est ce qu'on appelle les modèles de machine learning ou de deep learning. C'est une famille d'algorithmes qui apprennent sur de la donnée. Donc c'est très général quand même. Donc ce qu'on va appeler machine learning et deep learning, c'est une famille d'algorithmes qui n'existait pas il y a encore, par exemple, 20 ans, pas vraiment, ou qui était peu utilisée, parce que ça nécessite à la fois beaucoup de données et à la fois beaucoup de puissance de calcul. Donc, il faut comprendre que les algorithmes ont toujours existé, ça vient d'Al-Khwarizmi, mais un algorithme, ça peut être, et ça a été jusque récemment, une suite de procédures explicites. Donc, vous donnez des règles explicites que vous codez, c'est ce qu'on appelle un algorithme. Donc, si il se passe ça, tu dois faire ça, sinon tu fais autre chose. Et donc, la personne qui développe l'algorithme comprend exactement ce que fait l'algorithme, et c'est ce qu'on va appeler des algorithmes traditionnels, d'une certaine manière, explicites. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Et puis après, avec la digitalisation et avec aussi les innovations et la puissance de calcul, du coup, maintenant, on peut stocker énormément de données. Et plutôt que de développer un algorithme explicite, on va essayer, entre guillemets, de prendre une famille de modèles un petit peu plastiques et on va faire en sorte que ce modèle apprenne sur de la donnée. Donc, on va lui dire, par exemple, on va essayer de développer un algorithme sur des photos. Et plutôt que de dire de repérer un cercle sur une photo, on va lui dire, voilà, quand tu vois des nuages de points qui sont de cette manière-là, ça s'appelle un cercle. On réalise qu'en fait, c'est très compliqué de dire explicitement qu'est-ce qu'un cercle ou qu'est-ce qu'un zéro, par exemple. Vous prenez des gens qui font des chiffres et vous avez envie de développer un algorithme sur les pixels qui permettent de repérer qu'est-ce qu'un zéro. Donc vous allez dire oui, donc vous imaginez des pixels en noir et blanc. Vous allez dire un zéro, c'est un ensemble de pixels noirs qui forment une espèce de boucle, c'est comme ça, et puis ça se referme à la fin. Si vous essayez de donner explicitement les règles, en vrai, c'est très compliqué, on n'y arrive pas. Et donc, du coup, ces nouveaux modèles de machine learning, c'est une solution à ce type de problème, c'est de dire, plutôt que de donner des règles explicites sur comment les pixels sont agencés les uns aux autres pour décrire un chiffre, on va prendre un certain modèle et on va lui montrer plein d'exemples de 0, de 1, de 2, de 3, et on va laisser on va prendre un modèle entre guillemets plastique qui a des paramètres qui bougent et qui va automatiquement apprendre qu'est-ce qui caractérise un 0, qu'est-ce qui caractérise un 1, et en lui donnant beaucoup d'exemples. Et tout d'un coup, ces modèles-là donnent des super résultats. Donc, vous avez un algorithme, vous lui montrez un 0, même s'ils sont écrits de plusieurs manières différentes, quelle que soit la manière dont vous écrivez un 0, si vous, en tant qu'être humain, vous arrivez à reconnaître que c'est un 0, l'algorithme arrivera à le reconnaître. Parce qu'il a vu suffisamment de diversité d'exemples de 0 pour pouvoir l'identifier. Et donc, tout d'un coup, ça a donné un champ à tout un tas d'applications qui n'étaient pas faisables avant. Donc, vous pouvez voir des choses. Donc, vous avez tout le business de la computer vision, donc qui sont de mettre des caméras, reconnaître les visages, reconnaître des types de nature, des arbres, des plantes, est-ce qu'il y a une manifestation se passe bien, compter les gens. Donc, il y a tout un tas d'applications qui n'étaient pas possibles ou qui étaient faites de manière rudimentaire et qui ne donnaient pas de très bons résultats il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, c'est très précis. Vous pouvez très facilement compter le nombre de gens dans une manifestation, par exemple, si l'image est à peu près nette. Donc moi, c'est un petit peu ça, ce que j'appelle intelligence artificielle. C'est famille d'algorithmes qui apprennent sur de la donnée et qui donc arrivent à faire des choses un peu sophistiquées qu'avant on ne pouvait pas faire. Et du coup, récemment, ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé ces familles d'algorithmes sur du texte. Et donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout d'un coup, on a développé des algorithmes qui génèrent du texte de manière très performante parce qu'elles ont appris par cœur des livres, des forums, un ensemble de contenus qu'ils ont pris de manière plus ou moins légale, que les grands pourvoyeurs de grands modèles de langage ont pris, et ont entraîné ces modèles-là sur ce texte-là. Ce qui permet maintenant au modèle de répondre à des questions, parce qu'il s'est entraîné sur tout Internet. Donc c'est pour ça que typiquement, après je vais répondre à votre question, je suis désolé, j'ai fait un petit détour, mais c'est juste pour comprendre. Donc du coup, lorsque nous,
je réfléchis à une problématique industrielle, je ne me dis pas nécessairement, c'est le problème du technicien, je pense que c'est un proverbe anglais qui dit pour le marteau, chaque problème est un clou. C'est-à-dire que quand vous avez un ensemble de techniques que vous maîtrisez, quelle que soit la problématique qu'on vous soumet, vous avez envie d'utiliser cette technique parce qu'en plus vous la connaissez bien et vous l'utilisez beaucoup. Et donc nous, on est concrètement dans le cadre d'OCP, vous considérez un procédé industriel, il n'est pas très optimisé, vous avez l'intuition mais vous n'êtes pas sûr que vous pouvez l'optimiser ou que vous pouvez économiser des coûts ou produire un produit de meilleure qualité. L'idée, c'est de prendre le maximum de données possibles et de développer des approches un peu innovantes pour optimiser ce procédé. Parmi les approches innovantes, vous avez les techniques de machine learning qui vont apprendre sur cette donnée pour faire des choses. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, mais Disons, très concrètement, bon, là, vous avez décrit un peu le fonctionnement de ces différentes familles qui ont maintenant le vent en poupe, sur lequel il y a énormément d'investissements. On parle même d'une certaine bulle Ouais. de l'IA et qui serait sur le point d'exploser. Et dans l'évolution de la transformation digitale, on a eu différentes étapes. Hein, et l'IA serait une nouvelle étape après les réseaux sociaux. Après, enfin, il y a différentes bifurcations. Hein. Absolument. Voilà, Ouais. et on peut dire que par exemple, les réseaux sociaux, ça a été l'occasion pour les géants du numérique vraiment d'asseoir leur emprise, de traiter justement les mégadonnées, etc. Et que là, on est dans nouvelle étape. Mais pourquoi serait-il vraiment pertinent dans le champ industriel de recourir à ces familles d'algorithmes et en quoi elles pourraient faire la différence par rapport à un traitement plus classique? Alors, c'est une question hyper intéressante. Il faut comprendre un petit peu le groupe industriel et comprendre sa chaîne de valeur. Et en réalité, si vous parcourez toute la chaîne de valeur du groupe, vous avez des opportunités où ce qu'on va appeler l'analyse avancée ou l'exploitation de la data peut vraiment créer de la valeur et être un vrai changement de paradigme. Donc, ça commence au niveau de la géologie déjà. Donc, vous avez une mine et vous avez envie de comprendre votre gisement. Historiquement, pour comprendre un gisement, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des sondages carottés. Donc, vous imaginez un sondage de quelques dizaines de mètres. Et tous les mètres, vous preniez un petit échantillon que vous envoyez dans un laboratoire au microscope électronique pour comprendre la composition minéralogique et chimique de ce petit morceau. Vous faites ça sur tout un sondage, sur des dizaines de sondages. Ça prend littéralement des mois, peut-être une année, pour avoir une compréhension, et encore pas totale, assez partielle, parce que c'est discret, c'est à des petits bouts dans la mine, de votre gisement. Et donc, ça a toujours été comme ça depuis jusque récemment. Aujourd'hui, en fait, c'est pas uniquement l'IA, mais c'est déjà, vous avez ce qu'on va appeler l'hyperspectral. Donc, du coup, maintenant, votre carotte géologique, vous l'envoyez plus au microscope électronique. Avant ça, vous l'envoyez dans ce qu'on appelle une machine hyperspectrale. Elle prend en photo la carotte, mais au lieu d'avoir une image uniquement unidimensionnelle avec une carotte géologique, sur chaque pixel, vous avez ce qu'on appelle une signature spectrale. Donc, vous avez comment le pixel de cette carotte a renvoyer le signal que lui a envoyé la machine, et ça donne une courbe. Et donc du coup, vous vous dites, mais génial, est-ce que cette courbe-là me permet d'ores et déjà de comprendre la composition minéralogique et chimique? Et vous avez toute une littérature sur des algorithmes d'IA qui interprètent la signature spectrale à l'échelle d'un pixel, qui vous permettent d'avoir une première idée de la composition chimique de ce pixel, donc de la carotte, et donc instantanément sur tout votre gisement, instantanément en quelques minutes, vous avez une première approximation de la composition minéralogique et chimique de votre gisement. Ça, typiquement, ça n'existait pas. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels, par exemple, beaucoup de groupes miniers travaillent. Et ça peut être vraiment un game changer déjà dans l'analyse de votre gisement. Ensuite, une fois que vous connaissez votre gisement, vous devez l'exploiter. Donc, exploiter un gisement, ça consiste à dire dans quel ordre je vais exploiter ma mine, dans quel ordre est-ce que je vais déplacer mes machines pour que je puisse exploiter au maximum les ressources de la mine sans que ça me coûte le moins cher possible. Et on parle d'enjeux en dizaines ou en centaines de millions de dollars. C'est énorme parce que c'est des plans d'exploitation sur plusieurs années ou dizaines d'années. Là aussi, vous allez avoir des algorithmes d'optimisation très poussés, ou d'une certaine manière, vous avez aussi de l'IA derrière, qui vous permettent d'optimiser l'exploitation de votre mine. Puis ensuite, je peux continuer comme ça, puis ensuite, une fois que vous avez votre mine, vous avez le sautage, donc vous prenez, vous dites, OK, je vais commencer par là, puis vous creusez des trous, vous mettez des explosifs. Là, on a essayé de regarder, il n'y a pas encore, mais il y a des gens qui disent qu'on peut améliorer le sautage
avec de l'IA. Et puis après, vous avez tout un tas de procédés chimiques. Ça commence par le criblage, qui sont une opération qui vous permettent de séparer ce qu'on appelle le stérile du phosphate. Là aussi, vous avez plein de choses visuelles que vous pouvez installer, des caméras qui peuvent vous permettre de détecter des défauts éventuels ou des procédés qui seraient dysfonctionnels. Et en fait, je peux continuer comme ça pendant... Donc, votre Cleverlytics, donc votre startup, travaille concrètement Sur ce genre de sujet, absolument. De sujet. C'est-à-dire que, et nous, on a une approche où on a en face de nous un industriel qui a une intuition, qui dit voilà, je pense, je suis pas encore sûr parce que j'ai pas eu le temps de creuser la data, mais je pense que ce qu'on fait actuellement pourrait être meilleur si on utilisait des algorithmes, la digitalisation au sens large, le thème de la transfo digitale et analytique. Et donc nous, notre rôle, c'est déjà de comprendre vraiment ce dont on parle. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et si c'est vrai, de le faire. donc c'est un peu ça, c'est un peu cet accompagnement que nous on fait, que ce soit pour le groupe OCP, puis aussi pour d'autres corporates à l'extérieur. Mais l'idée, c'est que comme on est à Benguelir, donc on a accès à un champ, on a accès quand même à un champ très fertile. Et donc du coup, on essaie déjà de bosser avec le groupe, de travailler avec le groupe de manière prioritaire. Donc, vous travaillez avec le groupe donc dans le domaine industriel, minier en particulier, de manière prioritaire, mais vos clients sont assez variés. Vous travaillez avec des institutions publiques, mais aussi des grandes entreprises, Oui. assurances, banques, et donc il y a une diversité Ouais. de partenaires ou de clients. Et comment vous adaptez aux, Parce qu'en disons, fait, ces différents secteurs Parce qu'en fait, d'activité? ouais, c'est hyper intéressant. En fait, le thème de la transformation digitale, il a un peu, j'allais dire ubiquité, j'allais utiliser Transversal ouais, ou... et on le retrouve partout en fait. En fait, on le retrouve partout parce que vous avez une entreprise traditionnelle, elle a une chaîne de valeur, des coûts, des gains, elle a des clients, et donc toutes les entreprises se posent la question, bon voilà, comment je suis impacté par l'IA? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans mon cas, ou est-ce que c'est un peu du buzz et pour nous, ça ne créera pas vraiment de valeur? Et en fait, le bon côté quand vous êtes une grande entreprise en Afrique du Nord, vous avez quand même déjà des exemples à l'international dont vous pouvez vous inspirer. Donc si vous prenez une banque au Maroc, on peut déjà regarder ce que font les banques des pays, on va dire, qui sont sur ces sujets-là depuis un peu plus longtemps. Et vous voyez qu'en fait, il y a des sujets toujours qui émergent. La gestion de la relation client, la gestion du risque, la digitalisation de tous les process papier. Donc vous avez ces sujets-là. Et en fait, il faut comprendre l'histoire des organisations. Donc en fait, une organisation, ici, une grande banque, un grand assureur qui est très ancien, il a une histoire. Il n'a pas toujours su adapter les nouvelles technologies à tout moment. Et donc, vous devez voir comment transformer cette organisation et comment elle peut utiliser ces nouvelles technologies de manière pertinente. Et il y a beaucoup d'enjeux, même un peu de sociologie des organisations, de comment une organisation ancienne, mais qui arrive quand même à créer de la valeur, voilà, qui est plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes, comment elle peut se transformer en utilisant les nouvelles technologies, que ce soit pour mieux servir ses clients, que ce soit pour réduire ses coûts. Et ça, c'est dans toutes les organisations, en fait. Et donc, toujours, on retrouve l'idée de dire, bon, il faut qu'ils identifient les sujets déjà qui peuvent être intéressants pour eux, ils doivent collecter de la donnée, puis après, il y a du savoir-faire dans le développement d'algorithmes et de logiciels dans lesquels on va mettre ces algorithmes. Nous, c'est un peu sur ça qu'on se positionne. Donc vous êtes une entreprise, quand vous avez un sujet où vous avez l'intuition que l'algorithme est un enjeu, donc vous allez vous dire, voilà, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Ah mais là, l'algorithme, ça va pas être évident. On a essayé avec des équipes en interne, on n'a pas eu des super résultats. Bon, en général, les gens viennent voir l'UM6P et son écosystème pour essayer de craquer ces sujets-là, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de talent. C'est un peu le premier ratout de cet écosystème, c'est les ingénieurs, les PhD, les chercheurs, qui peuvent bosser sur des sujets un peu compliqués à forte valeur ajoutée. Ce que j'aime bien dans votre approche, c'est que vous mettez plus en avant la notion d'algorithme que la notion d'IA. Oui, Parce parce qu'en qu'elle me fait, plaît. Ouais. aujourd'hui, on aurait tendance que l'IA va déborder, envahir et dominer et supplanter pratiquement tout. Mais vous considérez l'IA comme une forme Exactement. particulière Franchement, d'algorithme. je me suis approprié ce que disait Rachid Gueraoui, qui est aussi de l'écosystème. Enfin, il est chercheur à l'EPFL, mais je pense qu'il est directeur du comité de pilotage du College of Computing, et qui disait l'IA, c'est des algorithmes qui nous étonnent. C'est-à-dire que, par exemple, la calculatrice, d'une certaine manière, si on imagine la première personne qui a dû tester une calculatrice, évidemment qu'il était impressionné
de voir quand tu faisais 35 fois 27, il donnait le résultat automatiquement. Il a pu dire, mais c'est une intelligence artificielle ce truc. Euh, et du coup, ensuite, c'est rentré dans les mœurs. Et maintenant, tout le monde utilise la calculatrice, se pose plus trop la question et n'appelle plus vraiment ça une IA. Mais derrière, c'est des algorithmes qu'on a codés. Et donc, l'IA, c'est une famille d'algorithmes qui est très puissante. Et nous qui travaillons avec des entreprises, on part du problème. C'est-à-dire qu'on va voir les gens, les entreprises ont des problèmes qu'elles essaient de résoudre, et nous, on va essayer de trouver la technique qui marche. Mais on va pas essayer on va pas essayer de vouloir utiliser la même technique. Donc des fois, les clients nous disent oui, on va faire de l'IA sur ce truc. Puis on dit, c'est pas vraiment de l'IA en fait. Et donc on peut le faire, mais c'est plutôt telle approche qu'on te recommande de faire les choses de cette manière et de cette manière. Donc c'est vrai peut-être après parce qu'on est des geeks, donc on essaie on a toujours cette forme de scepticisme, on n'a pas envie de rentrer un peu dans la meute. Il y a quelque chose qui se passe quand même autour de. Je pense qu'il y a eu beaucoup de financement parce que les modèles économiques sont encore pas clairs. C'est ça en fait. Donc il y a un décalage entre les financements. Et donc ces financements, ils sont justifiés par des espérances de gains futurs et des espérances de succès économique. Mais quand on regarde dans les détails, c'est très spéculatif. C'est-à-dire que les gens ont fait des fichiers Excel où ils ont dit voilà, on lève beaucoup d'argent parce que nos revenus, ils vont faire ça. Mais quand on regarde vraiment, c'est pas très sûr. Donc c'est en ça que c'est spéculatif et qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est trop spéculatif, la bulle va éclater. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura le retour du réel, il y aura un consensus pour dire non, on s'est trompé. C'est un peu ce qui s'est passé au début de la nouvelle économie. Au niveau de la première bulle Internet. Ouais, la première bulle Internet, où il y avait une explosion d'entreprises, et puis petit à petit, après. C'est ça. C'est toujours parce que l'idée, c'est de dire, en fait, les financements, c'est toujours des gens qui parient sur l'application d'une technologie et qui sont justifiés par une histoire. On leur dit, voilà, si tu investis dans mon entreprise, je vais utiliser ces technologies pour faire blablabla, j'arriverai à vendre blablabla, et donc du coup, voilà quelle va être ma courbe de croissance. Mais c'est très incertain. C'est pour ça que si ça marche, les gens sont très récompensés. Mais d'une certaine manière, tout le monde sait qu'il y a peu de chances que ça marche. Donc il y a tout ce que j'appelle une dimension spéculative, c'est-à-dire que c'est pas très clair, on parie et il y aura peut-être des gens qui vont gagner, il y aura beaucoup de perdants, et il y a un moment donné où il y a le retour du réel, c'est-à-dire que le temps passe et puis soit les promesses sont vraiment réalisées. Et par exemple, j'avais vu une histoire, si je dis pas de bêtises, de YouTube où lorsque Google a racheté YouTube, finalement Google a fait une super bonne affaire parce que derrière chaque acquisition, il y a un narratif. On dit voilà, YouTube va avoir le monopole, le quasi-monopole de la gestion des vidéos. Il y avait des gens qui étaient sceptiques. En fait, c'était vrai et c'était même, je pense, sous-évalué. Et donc aujourd'hui, tout le monde regarde YouTube. Donc, alors qu'au moment où Google a fait cette acquisition, il y avait débat. Parce que c'est compliqué de comprendre les trajectoires des entreprises et comment les technologies sont vraiment utilisées dans les entreprises. Donc, Alors, votre analytique avancée a proposé diverses solutions. Je vais en citer quelques-unes comme le projet Aquaflow qui concerne la gestion des eaux dessalées et qui cherche à réduire les risques de déséquilibre. Vous avez travaillé sur un projet de système anti-collision sur site minier, un projet d'analyse multimodale des sentiments pour un centre d'appel traitant plus de 30 000 appels téléphoniques par jour, un projet d'optimisation énergétique des pompes hydrauliques qui propose un modèle hydraulique théorique. Quelles sont, voilà, parmi ces différentes pistes sur lesquelles vous avez travaillé, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la production d'algorithmes et par exemple, le sujet le traitement des mégadonnées? Le sujet, par exemple, un des sujets que je trouve le plus intéressant, ça va être la gestion de l'eau. En fait, le plus compliqué, c'est en ça que ça ressemble quand même à de la recherche. C'est le plus compliqué, c'est quand même de comprendre le problème. C'est-à-dire qu'en général, vous avez un problème opérationnel qui est complexe, qui n'est pas forcément toujours très bien explicité. Et donc, en fait, on fait un gros travail déjà pour comprendre mais de quoi on vous parlait en fait exactement. Et donc, souvent on se trompe le plus tôt on se rend compte qu'on se trompe, c'est-à-dire qu'on l'a mal conceptualisé. On pensait que c'est ça, donc on commence à faire une première solution, puis après on le montre aux partenaires, aux clients, et puis il dit bah non, c'est pas vraiment ça en fait. Je pense que vous n'avez pas très bien compris. Et donc c'est vraiment cette approche-là qui est la plus importante. Et là, en l'occurrence, c'était dans la gestion des flux d'eau dans des usines de dessalement. C'est vraiment de comprendre que c'est redistribuer des flux, c'est complexe. Donc vous avez un flux d'eau, vous avez une équipe qui est censée la distribuer dans plusieurs plans, dans plusieurs points d'un réseau, et vous devez prendre des décisions dynamiques et ça change très vite.
Et c'est compliqué en fait de prendre la bonne décision au bon moment. Ça demande une optimisation et des algorithmes sophistiqués que des gens doivent faire et des décisions que des gens prennent manuellement. Et donc voilà, nous ce qui nous plaît, c'est de partir d'un problème complexe qui a un gros enjeu opérationnel, un peu ambigu, et après de développer une approche, ce que je vais appeler une approche algorithmique originale, quoi, mais qui facilite vraiment la vie des gens et qui, typiquement dans le cas de l'eau, qui permet de gérer l'eau de manière plus, on va dire, raisonnable et plus, plus optimale. Et donc ça représente des gains importants en fait. Ouais. Sur le long terme. Dans le traitement, dans la production de vos algorithmes, comment évaluez-vous la fiabilité des données que vous traitez, les biais des modèles, le bruit, la dissonance qui peuvent rentrer dans ces modèles? Ça dépend. C'est pour ça que nous, parfois, par exemple, j'entends plein de gens qui parlent de l'éthique de l'IA ou d'avoir une IA responsable. Ce qui est une évidence, par exemple, quand vous bossez sur, si vous développez ChatGPT, il y a un vrai sujet sur est-ce que si un enfant utilise ChatGPT et pose un certain nombre de questions, comment vous allez lui répondre. Si quelqu'un commence à être dépressif et commence à demander à prendre ChatGPT comme un psychologue, donc ça pose des vraies questions d'éthique, de responsabilité. Donc vraiment autour de, on va dire, de ce qu'on va appeler les LLM, les Large Language Models, les sujets d'éthique, de biais, etc., ils sont évidents. Après, sur les sujets industriels, c'est un peu différent. Ce qui est important, c'est plutôt la performance et j'ai envie de dire l'explicabilité aussi. C'est de dire, voilà, ça c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en gros, même ChatGPT, quand des fois il vous donne une réponse, vous ne savez pas trop pourquoi, il vous donne cette réponse. Là, on parle de sujets sur le texte, mais même parfois sur des sujets avec des données purement numériques, vous avez le sujet, vous avez besoin de comprendre quand même, surtout si vous êtes un opérationnel ou vous avez des responsabilités, vous devez comprendre pourquoi l'algorithme prend telle ou telle décision. Donc nous, on travaille beaucoup sur certains sujets à développer des familles d'algorithmes qui sont explicables, ou en tout cas, le machine learning aussi peut être explicable sur certains aspects, c'est des sujets techniques, mais en fait, ça c'est important, c'est de dire pourquoi on fait ça. Après, les sujets de biais, ça peut être important sur certains sujets. Par exemple, si on dit on va développer un algorithme qui va lire des CV ou un algorithme qui va recommander oui ou non de donner un prêt à quelqu'un. Donc là, vous avez des enjeux sociétaux parce qu'effectivement, vous allez entraîner votre modèle sur des historiques de données. Et donc du coup, si vous allez entraîner sur de la donnée où vous avez fait de la discrimination, par exemple, contre certaines catégories, votre algorithme va répéter cette discrimination. Donc, mais finalement, nous, on a été rarement confrontés à ce genre de sujet. Nous, on est confrontés à des sujets un peu opérationnels. Donc, c'est une autre type de complexité qui est vraiment comprendre le sujet industriel sur lequel on travaille et et développer un truc qui marche. Donc, c'est un peu ça ce sur quoi on bosse le plus. Alors, votre start-up affirme que elle conçoit l'expérience de l'utilisateur avant toute ligne de code, je vous cite. C'est vrai, ouais. Pourquoi, selon vous, cette approche est-elle Parce que importante et en parce quoi qu'en elle fait, contribue au succès de vos solutions? ouais. En fait, quand vous êtes que ce soit n'importe quel type de client, c'est développer un logiciel pour répondre à une problématique d'un client, c'est un sujet un peu créatif. Donc en fait, si vous le demandez à 10 personnes différentes, ils peuvent vous proposer 10 approches différentes. Et en fait, en tant que client, vous ne comprenez vraiment l'approche que quand vous arrivez à voir en fait une solution réellement et ce qu'elle va faire. Et donc du coup, nous, on fait un gros travail assez rapidement sur développer des interfaces, en fait, des maquettes, avant même de développer des algorithmes, etc., pour être sûr qu'on est aligné en fait avec l'utilisateur, qu'on a bien compris son problème. C'est parce qu'en fait la plupart ce genre de projets, ils échouent parce qu'il y a un misalignment entre ce que le client exprime et ce dont il a réellement besoin. Donc dans le milieu du digital, on appelle ça le product management par exemple. Donc quand vous prenez n'importe quelle application, vous prenez Spotify. Donc quand vous regardez l'interface de Spotify, entre j'aimerais une application qui me permette d'écouter de la musique et la maquette de Spotify, en fait, il y a un énorme travail. Il y a un point de vue sur, nous, on pense que pour écouter de la musique, en fait, tu as une barre de recherche, et puis après, tu as podcast, musique, puis après, tu as mes titres, likés, et puis il y a une proposition sur comment on passe de j'écoute de la musique à une expérience en tant qu'utilisateur qui est en fait une proposition hyper large. En fait, écouter de la musique, ça veut tout dire et n'importe quoi. Je pourrais juste dire une liste avec tous tes titres et tu choisis le titre. Mais c'est moche et en fait, c'est nul. Donc, non, on propose une expérience qui te permet, toi, après, en tant qu'utilisateur, d'utiliser vraiment l'application. Et parce qu'en fait, utiliser la musique
c'est trop large et c'est trop imprécis pour pouvoir vraiment développer une application qui vraiment te permettra d'écouter la musique comme tu le veux. Donc c'est tout ce travail-là. Il n'y a même pas besoin encore de développer vraiment que tu puisses vraiment écouter la musique pour le réaliser. Je te fais une première maquette. Imaginons que tu m'avais dit j'aimerais bien une application qui me permette d'écouter de la musique. Puis je te fais un truc. Je te dis voilà, tu auras tous les titres. Il y aura écrit titres, chansons. Toi, tu vas me dire moi, mais il n'y a pas moyen que je puisse, peut-être que j'ai des listes et que je puisse chercher de la musique que j'ai pas encore. Et que ah, c'est ça que tu voulais, mais c'est pas ce que tu m'as dit. Je dis oui, bah, au début, je voulais écouter de la musique, mais c'est à toi de me proposer un truc. Donc, c'est un travail un peu créatif et où il faut avoir de l'empathie, en fait. Donc, pour les gens et pour comprendre vraiment ce qu'ils voulaient. Donc en fait, il y a cette collaboration avec les équipes métiers est une C'est hyper important, c'est le plus important. c'est important pour Voilà. définir ces solutions IA. Bah, moi, je trouve que c'est le plus rigolo. Hein. C'est en fait, ça demande ce qui est contre-intuitif parce qu'en général, les ingénieurs, c'est un cliché, mais c'est vrai, c'est pas forcément, c'est des gens un peu introvertis et c'est des gens qui vont aimer travailler entre eux et développer. D'ailleurs, tout le cursus d'ingénierie, vous pouvez être un super ingénieur sans jamais parler à quelqu'un. Parce qu'on vous donne des exos, vous les faites, vous donnez des exos, vous les faites. D'une certaine manière, vous n'êtes pas il n'est pas nécessaire de aimer communiquer avec les gens et d'avoir de l'empathie pour les gens pour être un excellent, pour avoir d'excellentes notes et avoir des diplômes très compliqués. Par contre, dans la vraie vie, personne ne vous donne un énoncé. Donc en général, on vous donne des énoncés très mal écrits et très vagues. Et donc vous devez tout le temps demander de clarifier. Et vous devez toujours essayer de dire mais t'es sûr c'est ça que tu voulais ou c'était plutôt ça. Une fois que tout est clair, c'est assez facile en fait de développer des solutions innovantes pour résoudre des problèmes. Mais c'est toute la phase de clarification qui est complexe et qui demande d'avoir un point de vue, et surtout sur des sujets qu'on connaît pas. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est un sujet où c'est compliqué et on essaie d'être à la croisée entre le scientifique, mais aussi l'expérience utilisateur et l'empathie en fait, de comprendre ce dont les gens parlent. Alors toujours dans cette approche qui gère à la fois l'élément humain et le calcul et l'algorithme, quels sont pour une entreprise ou une organisation le type de risques qui pourraient poindre si on est trop dépendant de systèmes IA? Est-ce qu'il y a un risque Oui, non, je pense que quand on comprend pas trop ces technologies, déjà on peut être un peu trop optimiste et penser qu'elles peuvent vraiment tout optimiser et donc elles peuvent vraiment révolutionner nécessairement tout ce qu'on fait. Alors que nous, on conseille à nos clients de voir ça un peu comme des projets de R&D. C'est-à-dire que c'est des projets, il faut mettre un peu un budget dessus parce que ça nécessite quand même ça nécessite un budget minimum. Mais il faut essayer et voir et regarder la faisabilité et accepter que parfois ça peut ne pas marcher. Et par contre, une fois que ça marche, d'accélérer et de pousser jusqu'au bout les choses. Donc je pense, pour moi, le premier danger, c'est un peu le over expectation, comme disent les anglo-saxons, donc d'avoir toujours trop d'attentes, alors que des fois c'est compliqué et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Donc ça c'est un peu dans mon domaine à moi qui est l'analyse avancée pour optimiser des processus de toutes sortes. Après dans le domaine de la Gen AI, vraiment dans le domaine de ChatGPT, ça il y a plein de dangers qui me semblent évidents, c'est que comme ChatGPT donne des réponses avec beaucoup de confiance, en tant qu'utilisateur, on peut croire sur parole ce qui est dit, alors que des fois c'est faux en fait. Et puis donc c'est un outil qu'il faut apprendre à apprivoiser. Donc pour moi c'est ça le plus gros danger, c'est de considérer que c'est vraiment une source de réponses fiables et que les gens y croient. Donc faut vraiment le voir comme étant. Je pense aussi que c'est comment on l'appelle. J'ai vu, je pense, une chercheuse qui disait plutôt que de l'appeler IA, on devrait appeler ça générateur de texte synthétique. Et j'avais trouvé ça vraiment bien parce que je me suis dit oui, quand tu comprends que c'est un générateur de texte synthétique qui s'est entraîné sur des gros corpus de données et qui génère un texte moyen, un texte crédible parce qu'il fait la moyenne de tout ce qu'il a observé, donc moyenne au sens statistique. Il pense que c'est le plus probable parce qu'il a lu ça dans des forums. C'est pas c'est pas la vérité. Il n'y a pas la notion de vérité. Il y a la notion de texte statistique. Donc si vous posez une question sur votre vie personnelle à ChatGPT, qui est la première catégorie qui est utilisée dans ChatGPT, c'est la vie perso. Et en fait, ça remplace les forums. Donc ça vous donne la réponse que les vrais utilisateurs d'un forum auraient donné si vous avez un problème dans votre vie.
Donc ChatGPT a sans doute appris tout un tas de réponses qui étaient données dans les forums, qui étaient jugées bonnes, avec des bonnes, et donc il vous la reformule. Et donc faut prendre cette réponse pour ce que c'est. Donc c'est Ce que je note, c'est que vous montrez beaucoup de prudence et peut-être même certaine distance critique par rapport à cette IA générative dont on a tant parlé, mais qui en fait s'est révélée au monde parce qu'elle traite du texte ou de la Mhm. parole. Et par contre, il y a d'autres manières d'envisager l'IA qui vous paraissent moins problématiques. Est-ce que là, c'est peut-être aussi ce qui est la zone un peu dangereuse ou qui touche à la dimension éthique, c'est lié au fait que cette IA traite du langage naturel qui est source d'émergence, mais Ouais. d'ambiguïté. Mm. C'est-à-dire que justement là, le langage naturel n'est pas aussi disons, comment dire, c'est différent d'un langage, Ouais. d'une équation Facilement, ouais. physico-mathématique où, voilà, où il y a une sorte de réponse, d'une décidabilité. Mhm. Donc, voilà, l'ambiguïté naît du fait que la machine répond, mais en utilisant un langage humain, un langage naturel, et donc là, il peut y avoir des choses magnifiques. Donc, j'évoquais donc la dimension un peu troublante du langage naturel qui est mobilisé dans le cas des IA génératives comme ChatGPT. Et donc, je mettais l'accent sur est-ce que le danger, voilà, ou l'ambivalence ne viennent pas du fait que la machine ne fournit pas des énoncés de type Effectivement. équation, mais plutôt parle comme un humain. Oui, donc c'est ambigu et donc en fait, encore une fois, il y a un peu d'anthropomorphisme. C'est-à-dire, en tant qu'utilisateur de ChatGPT, on peut avoir l'impression qu'il y a effectivement une intelligence supranaturelle qui dit des choses vraies, alors qu'en fait, non, c'est un générateur de texte qui s'est entraîné sur des énormes quantités de texte et donc qui donne un texte crédible. Et donc, ce qui est très différent d'un texte vrai. Donc, c'est vrai que tout ce qu'il dit est crédible, mais en tant qu'utilisateur, il faut savoir l'utiliser, on va dire, avec voilà, de la bonne manière. Mais je pense qu'on est encore au début. C'est encore compliqué de savoir exactement comment vraiment ça va transformer. Que ce soit l'univers du travail. L'univers de la production intellectuelle, par exemple, c'est évident. Donc ça, c'est clair que c'est en train de le transformer. Après, les impacts économiques, c'est là où c'est encore un peu flou. Quoi. Mais, Dans votre start-up, vous mettez en avant l'ADN, une sorte d'ADN scientifique, et votre partenariat ou votre affiliation avec l'UM6P. Alors peut-être pour cette dernière question, parler un peu de cette relation et en quoi cette relation peut-elle constituer un atout par rapport pour répondre à vos clients, mais aussi par rapport à la profusion de startups qui s'emparent de l'IA. Ouais. Non, nous, en fait, en tant que, donc, on est techniquement, on est une filiale du M6P Venture. Donc, là où vraiment le lien avec l'UM6P il est très important pour nous, c'est déjà pour avoir des talents. Donc, en fait, naturellement, les gens qui finissent leur PhD ou naturellement les gens qui font les différentes écoles d'ingénieurs ou 1337 pensent à nous pour postuler et nous considèrent comme une option pour poursuivre leur carrière. Et il y a vraiment des très bons talents. C'est qu'il y a un énorme boulot qui a été fait sur la sélection des meilleurs talents en sciences et techniques, en mathématiques appliquées, etc., en informatique. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis c'est aussi, en fait, une entreprise, elle se définit quand même beaucoup par la catégorie de problèmes auxquels elle s'attaque. Donc en fait, en étant rattaché à l'UM6P, on peut s'attaquer à des problèmes autour des problématiques d'OCP, donc qui sont la géologie, la chimie, l'eau. Sinon, parce que pour attaquer à des sujets, il faut avoir une contrepartie en face qui est prête à vous accompagner, qui est prête à vous faire confiance. C'est très dur en fait. Sinon, si demain je devais faire la startup en dehors de l'UM6P, je m'attaquerais peut-être pas à la problématique de l'eau. Parce que je m'attaquerais à des problématiques où je peux trouver en face de moi des gens qui veulent résoudre ce problème. Mais en fait, l'écosystème de l'UM6P, c'est pouvoir entrer en interaction avec des gens qui ont des problèmes très importants, mais où il y a aussi une grosse barrière à l'entrée. Ne serait-ce que, encore une fois, travailler sur la géologie, je ne me serais sans doute pas retrouvé à travailler sur de la géologie dans un autre endroit. Donc, il y a un côté un peu unique sur les problématiques et super pluridisciplinaire en fait. Et c'est en ça où je trouve que l'UM6P est un terrain hyper fertile, si on est un peu curieux et qu'on a envie de faire des choses de ce genre-là. Donc, c'est à la fois les talents et à la fois, on va dire, avoir accès à des catégories de problèmes qui ont à fort enjeu et fort impact. Et voilà.
Walid Darou, merci bien pour cet Merci entretien beaucoup, Selena. qui a démystifié un petit peu certains aspects de l'IA et qui a montré aussi vraiment les aspects aussi pratiques et concrets de résolution de problèmes. Bon vent pour Merci beaucoup. Cleverlytics. Merci beaucoup, Selena. Merci à Merci vous. beaucoup.